commencer par les hymnes nationaux. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, ce n'est pas notre usage de mettre les hymnes nationaux, que ce soit toujours officiel. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir l'une de nos plus grandes personnalités qui a accepté d'être parmi nous ce soir et de pouvoir ouvrir une discussion ouverte avec vous. Et nous le saluons. Monsieur le gouverneur. Madame la sénatrice, monsieur l'ambassadeur, messieurs les ambassadeurs, monsieur le gouverneur, vous êtes les bienvenus. Nous sommes ici aujourd'hui à la fois touchés et honorés, les membres de l'Alpha et moi-même, par votre présence parmi nous. Soyez assurés, monsieur le gouverneur, que nous sommes tous très sensibles à la qualité de votre présence par laquelle vous cautionnez notre manifestation. Soyez-en ici remerciés. Nous sommes une poignée de Wallons, français tous, mais nous avons le Liban qui coule dans notre sang. La plupart d'entre nous issus de grandes écoles. Monsieur le gouverneur, nous avons confiance et nous y croyons. Tout cela grâce à des personnalités, ou bien une personnalité comme vous, qui est de votre calibre, nous ont inondé d'espoir et d'actes sur le terrain depuis déjà 3 décennies. Excellence Saad El-Habib, nous sommes fiers et enthousiastes d'être ce soir face à un homme qui s'est battu durant les périodes les plus difficiles à transformer le radeau de la Méduse, fameuse histoire véridique peinte par Jéricho, en un paquebot aujourd'hui. Et ce paquebot, il sert d'école de pilotage de nombreuses banques centrales étrangères. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, nous croyons en vous, parce que prime chez vous tous et toutes l'intérêt de l'État. Et je salue notre nouvel ambassadeur, M. Adouane, aujourd'hui qui est parmi nous. Nous respectons sa stabilité sécuritaire, politique et économique. C'est ainsi que se réalise le Liban suisse, le Liban suisse de l'Orient, qu'on a toujours appelé Suisse de l'Orient. À la différence des lacs en Suisse qui divisent sur tous les cantons, nous avons 3 immenses océans qui rallient tous les Libanais du monde, dans le monde. Un empire où le soleil ne se couche jamais sur le Liban. Monsieur le gouverneur, nous sommes ravis de vous avoir. Je souhaiterais simplement, avant de vous présenter à venir au petit, présenter monsieur l'ambassadeur qui est pour la première fois parmi nous, qui souhaiterait
dire un petit mot de bienvenue pour vous. Monsieur le gouverneur, madame, messieurs les ambassadeurs, chers amis, deux mots pour vous dire que les efforts que vous faites, monsieur le gouverneur, au Liban, sont conjugués aux efforts que le reste des institutions libanaises sont en train de mener. Ce sont des efforts qui, ensemble, ont un seul but, asseoir encore plus fort la stabilité du Liban. Une stabilité monétaire, fiscale, économique, sur laquelle vous travaillez, jour et nuit, une stabilité politique, sécuritaire, sociale, sur laquelle nous travaillons. Et c'est ensemble qu'on pourra réussir. Le Liban a besoin de cette stabilité, il a besoin de vos efforts, il a sans doute besoin d'un État fort, et surtout, mesdames et messieurs, le Liban a besoin de vous. Il a besoin de ces Libanais qui sont à l'étranger, qui sont un modèle pour les Libanais qui sont au pays. Il a besoin que ces Libanais qui sont à l'étranger restent droits à côté des Libanais qui sont au pays. Le Liban pourra peut-être s'en tirer grâce aux efforts des siens qui y sont encore, mais le Liban est condamné si jamais vous ne joignez pas vos efforts. Ici en France et partout en Europe, je vois des amis qui viennent de Belgique, des amis qui viennent d'ailleurs. On a besoin de vous. Monsieur le gouverneur a besoin de vous, il vous le dira. Mais sachez que l'ambassade du Liban en France et toutes les ambassades du Liban partout sur Terre ont besoin de vous. Nous avons des intérêts en commun, nous avons un pays en commun et nous avons un avenir en commun à construire ensemble. Merci, Warren Saint-David. Saad El-Hakim, Excellence, la parole est à vous, monsieur le gouverneur. Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis honoré et ravi d'être ce soir avec vous dans l'espoir de pouvoir mener une discussion claire, sincère sur ce qui nous préoccupe par rapport au Liban, mais surtout à la situation monétaire du pays. Néanmoins, dernièrement, nous avons eu affaire à une crise qui était assez grave, due à la démission du Premier ministre Saad El-Hariri, et le pays a pu surmonter cette épreuve qui était en fait un choc inattendu, et grâce aux efforts du président de la République qui a pu maintenir l'unité nationale, aidé par cela par le président de la Chambre, et grâce également à l'attachement du Premier ministre à la stabilité. Aujourd'hui même, le Conseil des ministres s'est réuni, le président Hariri a retiré sa démission, et par rapport à nous, par rapport au marché monétaire, ceci est un signal que le calme sur les marchés monétaires, dont on parlera dans nos discussions, sera consolidé, mais également que l'unité du pays a été préservée dans une épreuve qui était assez difficile. On doit remercier également la France qui a œuvré et qui œuvre actuellement à appuyer le Liban, appuyer sa stabilité, et le président Macron qui a convoqué une réunion pour que cette stabilité soit entérinée par les différentes nations qui comptent de par le monde. Donc, partant de là, un mois après, on regarde vers l'avenir avec plus d'optimisme à cause de tout ce qui s'est réalisé pendant cette crise. Merci. Je souhaiterais appeler M. Nassib Roubli parce que le sujet était un débat, une rencontre avec M. le gouverneur qui souhaitait
je dirais peut-être pour la première fois, avoir un débat public direct avec les assistants. Monsieur Robril va diriger un peu le débat, et c'est à vous, Monsieur Robril. Bien avant la démission soudaine du Premier ministre Saad Hariri, il y a un mois exactement, l'économie libanaise faisait face à plusieurs défis, tels un taux de croissance économique assez bas, des besoins de réformes structurelles qui se faisaient attendre, un déficit budgétaire qui a atteint 10% du PIB en 2016 et une dette publique qui a atteint 148% du PIB actuellement. Le dénouement de la crise politique vient d'être annoncé officiellement aujourd'hui par le Premier ministre, mais cette secousse politique nous rappelle l'impact de la politique sur l'économie, sur les finances publiques, sur le système monétaire et surtout sur la vie libanaise et la confiance. Est-ce que l'économie libanaise est résiliente? Est-ce que le système bancaire est à l'abri de ces secousses? Ou est-ce qu'il y a un prix que l'économie vient de payer? La politique monétaire de la Banque du Liban a fait preuve de son rôle vital dans le maintien de la stabilité de la livre libanaise, des finances publiques et de l'économie et surtout de la stabilité sociale. Ce succès se mesure par des faits et des chiffres concrets. En effet, les dépôts du secteur privé dans les banques commerciales ont atteint 169 milliards de dollars fin novembre, ce qui équivaut à 3 fois la taille de l'économie libanaise. Les prêts bancaires au secteur privé ont atteint 59 milliards de dollars. Les actifs consolidés du secteur bancaire s'élèvent à 213 milliards de dollars fin novembre. Aussi, les actifs de la Banque du Liban ont atteint 120 milliards de dollars fin novembre et les avoirs en devises de la Banque du Liban ont atteint 42 milliards de dollars fin novembre. Je suis certain que nous sommes tous impatients d'écouter la perspective de son Excellence et son point de vue sur ces sujets. Son Excellence aimerait que cette rencontre soit une occasion pour un débat. Donc, permettez-moi de commencer par ce qui est à l'esprit de la plupart des personnes présentes ici. Monsieur le gouverneur, quel a été l'impact de la démission soudaine du Premier ministre sur le système bancaire et monétaire au Liban? Quel a été l'impact sur les taux d'intérêt? Quels ont été les montants qui ont été convertis de livres libanaises en dollars américains? Est-ce qu'il y a eu une fuite de capitaux du système bancaire? Et quelles sont les mesures, s'il en est, que la Banque du Liban a prises pour faire face à cette crise? La Banque du Liban était déjà préparée à si vous voulez, être en mesure de maîtriser les marchés financiers et garder la stabilité. En effet, durant l'année 2016, nous avons lancé une ingénierie qui a ramené 15 milliards de dollars dans les caisses de la Banque centrale. Et en juin, juillet et août 2017, nous avons initié des opérations financières qui ont ramené 10 milliards de dollars, mais d'un autre côté, qui nous ont permis de diminuer la liquidité à court terme et à moyen terme en livres libanaises. Ceci pour vous dire que quand nous prenons des décisions ou quand nous avons une stratégie, nous regardons 3 piliers essentiellement, les indicateurs économiques, les indicateurs financiers, mais parce que le Liban est un pays exposé à des soubresauts, nous regardons également le risque politique. Donc quand cette crise est arrivée, nous étions déjà préparés et c'est ce qui nous a permis de contrôler la situation sans grand dégâts. Parce qu'il faut aussi savoir qu'au préalable, et cela fait déjà plus d'un an, il y a eu des rapports très négatifs sur le pays, sur ses finances, sur son économie, et que ces rapports avaient eu une résonance dans la presse et dans les médias internationaux. Donc, le fait que le système est tenu d'une manière
très acceptable face au développement politique. Et ce fait-là prouve, et ça ce sont des tests de résilience qu'on fait en général théoriquement, mais là on a eu un test de résilience réel et nous avons prouvé que nous étions capables de maintenir la stabilité. Nous avons intervenu dans les marchés parce que notre objectif était et demeure la stabilité de la livre libanaise. Et nos interventions ont été à la hauteur d'à peu près 2,8 milliards de dollars. Nous avons eu très peu de sorties de capitaux, dans ce sens que ça représentait peut-être 1,25% des dépôts total dépôts qui sont dans le système bancaire. Et la liquidité sur le marché avait été assurée d'une manière régulière, surtout dans les devises. Nous avons exprès, nous n'avons pas assumé la liquidité en livres libanaises pour mettre de la discipline dans les marchés. C'est ce qui a fait que les taux d'intérêt entre les banques ont grimpé parce qu'il leur manquait des livres libanaises. Et ça a remis de la discipline dans le marché dans le sens que les banques étaient en train de satisfaire leurs clients, mais suivant un échéancier qui est l'échéancier initial des dépôts. Ceci dit, les taux d'intérêt ont augmenté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un dépôt en livres libanaises a un rendement entre 8 et 9,5, alors qu'avant cette crise-là, les rendements étaient de l'ordre de 7 à 7,5%. Les intérêts en devises sont restés stables, à part s'il y avait des opérations particulières. Et notre intervention et le fait d'avoir maintenu l'ordre sur les marchés a également redonné confiance dans les eurobonds libanais. En effet, aux premiers quelques jours de la crise, nous avons assisté à une baisse des prix de ces eurobonds et à une hausse des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt sur 9 ans a atteint les 9%. Sur 10 ans, a atteint les 9%. Aujourd'hui, on est revenu à 7,5%. Et je pense que c'est un signal, parce que c'est un signal qui n'est pas, qui est en dehors des interventions de la Banque centrale. Et c'est un signal comme quoi la stabilité monétaire, qui a été bien défendue, a redonné de la confiance. Et je pense qu'avec les développements politiques actuels, avec l'appui international qu'on a vu, avec l'unité nationale, avec le retour du gouvernement au travail, la confiance va se consolider et se développer. Merci, M. Salamé. Une question que beaucoup d'expatriés et citoyens libanais se posent depuis un mois déjà. Peuvent-ils conserver leurs dépôts en livres libanaises ou est-il préférable de les convertir en devises? Doivent-ils conserver leurs épargnes au Liban? Doivent-ils conserver leurs épargnes au Liban ou les transférer à l'étranger? Vous me posez une question à laquelle vous connaissez déjà la réponse. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons, comme vous l'avez cité, des réserves de 42 milliards de dollars et nous avons un flux de dépôts permanent qui a continué à soutenir le financement du secteur privé et du secteur public. Et en tant que financier, nous regardons les courbes à moyen terme et pas les courbes qui viennent à cause d'un incident donné. La livre libanaise est stable, elle va le rester.
Et nous avons les moyens de développer plusieurs moyens pour que la Banque centrale ait toujours une liquidité importante en devises. Merci. Un autre sujet très à la mode maintenant. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré à 2 reprises récemment que le Hezbollah se sert du système bancaire au Liban pour blanchir de l'argent. Sur le même sujet, le Congrès américain est en train de préparer de nouvelles sanctions qui visent les sources de financement de Hezbollah. Est-ce que l'expérience poussée des banques libanaises va les aider à se conformer à ces sanctions? Et est-ce que les mesures représentent une menace pour les banques libanaises et pour la stabilité de la livre libanaise et de l'économie? Au cours des réunions du Fonds monétaire international qui se déroulaient à Washington, nous avons été reçus par le Trésor américain avec lequel nous maintenons de très bonnes relations depuis des années. Et leur position était claire, que leur action par rapport aux lois de sanctions vise les parties concernées, vise des individus, mais ne vise en aucun point le système bancaire ou des banques. Ceci vient du fait que le Liban s'est doté des lois nécessaires, des lois qui étaient requises pour être accepté comme étant un pays coopérant dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et contre l'évasion fiscale. Et donc le gouvernement et le Parlement ont voté ces lois et la Banque centrale a travaillé et œuvré avec les banques commerciales pour développer des comités de conformité à l'intérieur des banques qui protègent les banques des fonds qui pourraient être des fonds illégaux par rapport à la loi libanaise ou qui vont à l'encontre des directives de la Banque centrale. La directive la plus importante par rapport à nous qu'on a sorti, c'était la directive qui demandait aux banques de respecter les lois des pays quand ils traitent avec les banques de ce pays ou quand ils utilisent la monnaie de ce pays. Et c'est pour cela que la loi sur les sanctions qui avait été votée en 2015 aux États-Unis a été appliquée en 2016 aussi avec une directive de la Banque centrale. Évidemment, ça a créé des réactions à l'époque, mais nous avons mis en place un mécanisme qui est un mécanisme juste, puisque la commission chargée de la lutte contre le blanchiment, qui fait partie de la Banque centrale, demande aux banques, avant de fermer un compte, de lui envoyer ce compte afin de revoir le mouvement dans ce compte. Et de notre côté, nous avons pris comme principe que toute personne désignée sur la liste noire aux États-Unis n'aurait plus droit à un compte bancaire au Liban. Ceci a été fait depuis plusieurs années et reconnu par les instances internationales, puisque le GAFI international nous a accepté en tant que pays qui a les lois qu'il faut et les mesures qu'il faut également pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme d'après la loi libanaise. Le GAFI régional, c'est-à-dire Afrique, Moyen-Orient, et où tous les pays arabes sont inclus, nous a également reconnu de la sorte. Et notre secrétaire général occupe des fonctions importantes dans les instances internationales qui luttent contre le blanchiment. Aujourd'hui même, l'Europe a déclaré une liste noire pour les pays non coopérants avec
les lois contre l'évasion fiscale. Le Liban n'y est pas. Et d'autres pays arabes y sont. Donc les lois libanaises sont très claires. Le Fonds monétaire international a publié un rapport la semaine dernière qui démontre que la politique monétaire non conventionnelle a un impact positif sur la croissance économique et que cette politique peut avoir un impact même positif sur l'économie des pays voisins en général, spécialement si ces économies sont petites ou moyennes de taille. La Banque du Liban pratique cette politique monétaire non conventionnelle à travers les plans de relance, stimulus packages, et les prêts subventionnés qu'elle a mis en place depuis 2013. Quelles sont les raisons de cette politique et quel a été l'impact de cette politique sur l'économie libanaise, sur la croissance économique et sur certains secteurs particuliers tels le développement de l'économie digitale? Vous savez qu'il y a eu deux raisons qui nous ont poussé à des pratiques non conventionnelles. Et nous avons le droit, en tant que banque centrale, de traiter avec les banques seulement. Donc, si vous voulez, les mesures que nous avons prises ont été accompagnées positivement par la place bancaire. Et le risque, en fait, de tous ces prêts qui se font sont supportés par les banques. Donc, il y a un effort de la Banque centrale, certes, pour bonifier les taux d'intérêt, mais il y a également un effort qui a été développé par les banques commerciales au Liban. La première raison pour laquelle nous avons bonifié les taux d'intérêt, c'était que les taux d'intérêt étaient élevés au Liban avant que Paris 3 ou Paris 2 ne soit convoqué. Et même après, les prêts à long terme au Liban étaient excessifs et ne pouvaient pas aider à développer les secteurs productifs du pays. Par ailleurs, la guerre de la Syrie et les autres guerres qu'il y a eu dans la région, la baisse du prix du pétrole, tout cela a abouti à ce que les secteurs qui traitent avec l'extérieur, les secteurs libanais qui traitent avec l'extérieur, soient pénalisés. Et donc il fallait renforcer la demande interne. Ce que nous avons fait, c'est donner de la liquidité à des taux d'intérêt de 1% pour que les banques les prêtent à des taux d'intérêt allant de 3 à 4% à des secteurs productifs. Ces secteurs productifs sont évidemment les secteurs des petites entreprises, petites et moyennes entreprises, c'est le tourisme, l'industrie, l'agriculture. Et nous avons par ailleurs favorisé l'habitat. Les prêts à long terme pour l'habitat ont été lancés et aujourd'hui tout cet effort a aidé à l'inclusion financière qui nous est chère, puisque le nombre de débiteurs dans la place est passé en quelques années d'à peu près 60 000 à plus de 900 000 personnes. Ce qui veut dire que l'économie et le social ont été préservés. Nous avons également émis une circulaire, la 331, pour aider le secteur de la connaissance, surtout digitale, à prospérer au Liban. Nous pensons que les secteurs stratégiques de l'avenir sont la finance, ce secteur qui est l'économie de la connaissance digitale, et probablement le gaz et le pétrole quand les choses seront plus clarifiées. Ce secteur-là, en 4 ans, a pu se développer. 800 sociétés sont déjà sur place, plus de 9000 emplois, et les banques ont investi avec une garantie à 75% de la Banque centrale dans ce secteur à peu près 400 millions de dollars et peuvent aller encore jusqu'à 600 millions. Et ce secteur représente aujourd'hui 1,5% du PIB libanais. Nous pensons que
le développement des marchés internes va favoriser la création d'emplois dans le pays et que le Liban a une ressource qui est inestimable, qui est la ressource humaine, et les Libanais brillent dans ce secteur-là. Donc nous pensons que cet effort doit continuer. D'ailleurs, il représente la moitié de la croissance du PIB national. C'est-à-dire, pas la moitié du PIB national, mais la croissance annuelle, la moitié de cette croissance provient de ce genre d'activité. Parlant toujours de croissance, il me semble que le secteur le plus dynamique au Liban est l'organisation de conférences sur les perspectives des hydrocarbures et de la reconstruction de la Syrie. Est-ce que vous croyez que ces deux secteurs, on doit attendre pour la concrétisation de ces deux secteurs, ou bien on a besoin de réformes structurelles pour améliorer le climat d'investissement au Liban et encourager la croissance? Le Liban a besoin de restructuration dans le sens qu'il faut diminuer le poids du secteur public et augmenter le poids du secteur privé dans l'économie nationale. Ceci nous aidera à encourager les entrepreneurs et nous aidera également dans la lutte contre la corruption. Et également, ceci va pouvoir permettre d'avoir un modèle capable de se développer, que ce soit hors de nos frontières ou au Liban. Moi, je pense que la reconstruction de la Syrie, c'est un objectif qui n'est pas proche. L'affaire du pétrole et du gaz a l'air de s'activer, puisqu'il y a actuellement une offre de 3 sociétés pour commencer à faire de la prospection dans les zones maritimes du Liban. Merci. Avant la démission du Premier ministre Hariri, il était question d'organiser une conférence à Paris des investisseurs pour le financement de projets d'infrastructure au Liban. Un plan était en cours de préparation par l'équipe du Premier ministre pour lever environ 16 milliards de dollars. Qu'en est-il aujourd'hui de cette conférence? Est-elle toujours d'actualité? Et est-ce que la Banque du Liban envisage de participer de façon directe ou indirecte au financement de ces projets? Il est certain que cette conférence est une conférence qui est la responsabilité du gouvernement, et la Banque centrale est prête à contribuer si le gouvernement le lui demande, mais sûrement pas à financer nous-mêmes les projets. Je pense qu'avec le retour du gouvernement à l'action, la position française que j'ai entendue est qu'ils sont toujours favorables à cette conférence, qu'un ambassadeur a été désigné pour faire une tournée et faire les préparatifs nécessaires, sans mettre un chiffre et sans mettre de date pour le moment. Le gouvernement libanais a augmenté les taxes sur la consommation ainsi que les impôts sur les revenus et les bénéfices des sociétés cet été. Plus spécifiquement, il a augmenté les impôts sur les intérêts sur les dépôts bancaires de 5% à 7%, ce qui représente une augmentation réelle de 40%. Sans faire aucune distinction entre les résidents et les non-résidents, entre les expatriés et les Libanais au Liban. Ce qui ne plaît pas aux expatriés. Pensez-vous que cette augmentation des impôts affectera les dépôts bancaires des non-résidents et comment ces impôts affecteront le secteur bancaire en général, spécialement la double taxation? Je ne pense pas que ça aura un effet puisque de par le monde aujourd'hui, il existe des taxes sur les intérêts perçus sur les dépôts. Et quand ce n'est pas direct, c'est indirect dans le sens que quand vous déclarez vos revenus, vous devez payer également des taxes sur les intérêts qu'on perçoit. Et comme vous le voyez, avec l'action menée par l'OCDE, il n'y a plus un endroit où vous pouvez vous cacher. Et si vous voulez vous cacher dans un paradis fiscal, c'est risqué quand vous avez à faire des transferts et des opérations.
Donc, aujourd'hui, ce que le gouvernement et le Parlement ont fait, à mon avis, n'affectera pas le mouvement de capitaux. D'ailleurs, avant la crise, comme vous le savez, les dépôts augmentaient au Liban entre 6 et 7% sur une base annuelle. Et les marchés, en général, travaillent par anticipation. Donc, ils savaient qu'il allait y avoir cette augmentation. Dans un autre cas, nous avons eu des échos positifs, que ce soit du Fonds monétaire international ou bien des agences de notation. Et comme vous l'avez vu, les agences de notation ont changé leur vision sur l'avenir du Liban, alors que c'était une vision négative. Maintenant, ils regardent cela avec une vision stable. Et même durant la crise qu'on a eue durant le mois de novembre, ils ont donné des alertes, mais ils n'ont pas changé leur orientation. Et c'était normal comme comportement. Merci beaucoup, Votre Excellence. Nous allons maintenant procéder au premier tour de questions de l'audience. Monsieur l'ambassadeur, voulez-vous poser la première question? Monsieur le gouverneur, merci beaucoup. On apprend toujours. Monsieur le gouverneur, je ne vais pas vous poser une question, mais je vais joindre les efforts en votre encore une fois. Vous avez parlé de la conférence qui est censée être organisée en France, sans donner de date et sans chiffrer la conférence. Ce qu'on peut dire, c'est que la conférence, au moins pour éclairer un peu les observateurs, certains seront participants, pour éclairer leur gouverne, la conférence va se décliner en 3 éléments, je pense essentiellement. Un élément infrastructure, suivant les priorités définies par le gouvernement, le fameux plan, les chiffres, le chiffrage, 16 milliards, etc. peut fluctuer, mais c'est un plan d'infrastructure, une vision globale. Un autre point qu'a mentionné M. le gouverneur, c'est le soutien aux petites et moyennes entreprises, donc soutenir les capacités liquides de ces entreprises qui représentent un gros maillage du tissu économique libanais. Et puis un troisième volet, un volet de réforme, qui est toujours indispensable quand on réclame du soutien ou quand un soutien nous est offert. Mais le point d'ordre qui doit concerner un peu tous les présents aujourd'hui, c'est surtout la participation du privé. Donc cette conférence sera marquée moins par le fait des réformes en échange d'aide, pour se démarquer de Paris 1, 2, 3, mais plus avec vous vous engagez pour faire des réformes, nous soutenons votre vision d'infrastructure, nous soutenons les défis auxquels vous faites face actuellement, et nous invitons le privé à y participer. La participation du secteur privé se fera grâce notamment à l'adoption au Liban de la loi du partenariat entre le public et le privé, mais se fera aussi grâce à la mise à contribution du secteur privé pour bonifier encore plus les emprunts qui seraient éventuellement mis à la disposition du Liban, soit par la Banque mondiale, soit par d'autres institutions financières régionales ou internationales qui seront des donateurs. Donc encore une fois, Monsieur le gouverneur, merci pour la présentation. Ça n'était pas une question, mais je pensais que c'était utile au présent d'écouter un peu plus sur Paris 4. Monsieur le gouverneur, c'est juste une question d'information pour les étudiants. Les prêts bonifiés par la Banque centrale, dont très bien démarré il y a quelques années, est-ce que ça continue avec le même engouement des étudiants dans le secteur privé ou pas? Il n'y a aucune raison pour que ces prêts-là ne continuent pas à fonctionner. Et ceux qui ont déjà ces prêts n'ont pas été pénalisés par la hausse des taux, que ce soit sur l'habitat ou que ce soit pour l'éducation ou autre. C'est-à-dire les prêts subventionnés par la Banque centrale n'ont pas vu les taux grimper parce qu'il y a ces subventions, ils sont reliés au taux d'intérêt du bon libanais sur 1 an. Et nous avons fait un accord avec le ministère des Finances. Ils ont émis 3 000 milliards de livres, ce qui représente à peu près 2 milliards de dollars de bons, auxquels nous avons souscrit à 1%, de sorte à ce que aussi le poids des taux d'intérêt qui ont grimpé ne soit pas reflété dans le déficit budgétaire
de 2018. Ceci dit, il faut un effort pour que ce déficit budgétaire soit contrôlé et maîtrisé. Donc, est-ce que vous pensez que c'est normal d'avoir 30% de déficit, sachant qu'un pays comme la France, on a 3% de déficit annuellement et c'est la catastrophe? Monsieur le gouverneur, bonsoir, c'est Samir. On a parlé de déficit tout à l'heure, beaucoup de déficits, et pour ceux qui sont anciens, on a vu ces déficits se creuser essentiellement à cause de l'électricité, pour être pratique. L'électricité qui a coûté 2 milliards au Trésor chaque année, en déficit. Donc quand on fait 25 fois 2, ça fait déjà 50. Le reste, c'est des taux d'intérêt qui étaient exorbitants au départ, en 1990 et après. Donc, est-ce qu'on peut avoir juste un point de vue sur comment résoudre ce problème d'électricité qui, à mon avis, n'a rien à voir ni avec l'Arabie Saoudite ni avec l'Iran? Ceci, évidemment, ne relève pas de la Banque centrale. Ça relève du gouvernement. Pour le moment, il n'y a pas une stratégie. Ce qui a aidé à baisser le déficit, ça a été la baisse du prix du carburant. On parle aussi du déficit. À quoi ça va servir le gaz et le pétrole qui va être exploité au Liban, sachant que le déficit se creuse. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Vous savez, la tendance actuelle des législateurs au Liban, et il y a une loi en ce sens au Parlement, est de créer un fonds souverain. Monsieur le gouverneur, je vous remercie de répondre à deux toutes petites questions qui sont dans le prolongement des questions sur l'hydraulique. Alors, j'ai un docteur Benduna qui pose la question, qui est spécialiste dans ce domaine. Est-il possible que le Liban puisse avoir un avenir dans ce domaine? Merci. Encore une fois, la Banque centrale n'est pas réellement impliquée dans la stratégie du pays en ce qui concerne l'énergie en général. Mais je pense que s'il y a des sociétés qui s'intéressent, c'est qu'il y a quelque chose qui est réel et que une synergie entre la connaissance et le carburant va créer des industries qui seraient peut-être aussi profitables que les revenus du pétrole. Deux questions politiques qui concernent tous les expatriés non résidents. Il y a une circulaire récemment sur cette directive qui concerne les non résidents avec des invitations. On aimerait vous entendre là-dessus. Et deuxièmement, une autre préoccupation pour nous, c'est le genre d'automatique d'information. Présider la commission spéciale qui va jouer un rôle dans ce domaine. Il y a une convention fiscale entre le Liban et la France. Est-ce qu'à partir de septembre, les comptes seront déclarés? Est-ce qu'il y aura réellement un échange automatique entre le Liban et la France? Par rapport au prix mentionné pour la diaspora libanaise, ceci a été approuvé par la Banque centrale à la demande du ministre des Affaires étrangères. Et donc les taux se feront en devise, pas en livre libanaise. Les taux d'intérêt devraient avoisiner les 2%. Le Liban a grand besoin de réformes structurelles et systémiques dont on vient de comprendre tous. Ma question porte sur le rôle de la Banque centrale. Bonjour, Daniel docteur Armand Gabriel. Ma question parle du coût des banques centrales. En fait, toujours, c'est très très bien. En fait, on sait que les rôles des banques centrales convenablement n'est pas de gérer la liquidité, mais aussi de stimuler la croissance ainsi que les emplois dans le pays. Mais parlons du coût. En fait, combien ça coûte la Banque centrale l'année? Bonsoir, je m'appelle Thierry. Je voulais tout d'abord vous remercier pour ces informations très précieuses que vous nous avez données ce soir. Ma question est très rapide. Je pense que je suis un peu inspirée de la crise des derniers jours. J'entends la démission de
entendu parler et qui nous ont beaucoup effrayés concernant l'économie libanaise, notamment dans l'éventualité que l'Arabie Saoudite fasse appliquer des sanctions, par exemple, ou retire les fonds, les dépôts qu'il y a dans l'économie libanaise. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire éventuellement si ces sanctions venaient à être appliquées, que deviendra-t-il de l'économie libanaise et y aurait-il une autre solution alternative à cela? Merci. Merci. D'abord, moi, je ne pense pas, et d'ailleurs je ne souhaite pas, que ça en arrive à ce niveau avec un pays qui a soutenu le Liban durant des années et qui a des relations historiques et où il y a des échanges qui sont des échanges non seulement matériels mais également des échanges sociaux entre ces deux pays. Quand la guerre syrienne a commencé, il y a eu déjà une interdiction de voyage des résidents saoudiens ou du Golfe vers le Liban pour les protéger. Également, il y avait un soutien militaire de 3 milliards de dollars qui avait déjà été annulé. Le transit avec l'Arabie saoudite pour le Golfe, pour les exportations, c'est presque arrêté à cause de la guerre syrienne et donc on n'arrive plus à envoyer des marchandises. Il existait une banque saoudienne commerciale, une banque qui a fermé il y a 3 ans pour des raisons commerciales parce que les Saoudiens ne venaient plus. Donc je conclus par là qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt dans la place bancaire libanaise. L'Arabie saoudite nous avait soutenu lors de la guerre de 2006 par un dépôt à la Banque centrale de 1 milliard de dollars qu'on a entièrement remboursé. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Liban, c'est qu'on a créé la peur. Et on pensait que la peur allait se transformer en panique et que le système s'écroulera. Ceci n'a pas eu lieu. Ici. Et maintenant, on remonte la pente alors que le gouvernement refonctionne de